à tous, on a vu dans l'épisode précédent la réalisation de la table d'harmonie avec sa rosace, le positionnement du chevalet et nous allons voir ensemble dans cette vidéo la réalisation du renfort inférieur, donc cette pièce-là. Les derniers usinages de la table que je ne pouvais pas faire tant que cette pièce n'était pas connue et en place, ainsi que ces fameux sillons dont j'ai déjà un peu parlé, que j'appelle aussi soufflets et que j'expliquerai un peu mieux dans cet épisode. Avant cela, j'aimerais juste m'excuser. Effectivement, vous m'avez vu positionner ce chevalet, prendre des mesures, déterminer sa position dans la hauteur, comme ça, avec l'alignement du manche, mais aucune explication sur son positionnement longitudinal ou dans le diapason. C'est une erreur de ma part. Je remercie David Berarzodi, un de mes nombreux et fidèles abonnés, je vous remercie tous au passage, de m'avoir mis la puce à l'oreille en posant une question dans les commentaires. Et oui, j'ai réalisé qu'il me manquait une vidéo, il manquait cette partie explication. Je ne sais pas ce que j'ai foutu au montage. Bon, c'est un oubli. Désolé. Alors, j'aurais pu me contenter de vous en toucher quelques mots ici, sans être forcément clair. J'aurais aussi pu intégrer quelques explications dans la vidéo qui va venir, sans forcément de cohérence. Par contre, comme c'est quelque chose qui m'a particulièrement intéressé, et déjà, lorsque j'ai transformé cette guitare folk en basse acoustique, évidemment que j'ai dû repositionner le chevalet, qui n'est pas du tout à la même place que le précédent. Je me suis dit que finalement, ça méritait peut-être une vidéo dédiée avec des explications. Alors pour ceux que ça intéresse, je vous mets le lien bien sûr, et dites-moi ce que vous en pensez. Pour l'instant, et pour cet épisode, on se concentre sur la suite et la fin de la réalisation de notre table d'harmonie. Alors, rendez-vous à l'atelier. Donc, je pense que tout ce que je pourrais faire sur le dessus de la table pour l'instant, c'est fait. Je vais m'attaquer maintenant à la préparation, à la réalisation du renfort inférieur. Donc j'ai une ébauche qui est dessinée ici. Ce ne sera pas exactement cette forme-là. Ce sera, je pense, un peu plus large pour laisser suffisamment de sections autour des points de fixation des micros. Et là, malheureusement, je ne les ai pas représentés. Donc, il faudra un peu plus de largeur. Cette pièce en bois, elle aura comme fonction de supporter les efforts de la tension des cordes avec les appuis du manche. Elle aura aussi la fonction de maintenir la table d'harmonie en place et de pas faire varier la géométrie. Et donc pour ça, avant de parler des formes et des contours ou de l'épaisseur, j'aimerais parler de la matière, où je pensais éventuellement partir au début dans une pièce par exemple ici de chêne, ou encore j'ai un vieux bout de hêtre. Mais alors, ce qu'il faut voir, c'est que au niveau densité et tenue des efforts, il n'y aurait pas de problème. Par contre, vu que la table d'harmonie est en épicéa et que je vais lui coller une autre pièce en bois, il faut que ces deux pièces aient des dimensions qui varient de la même manière. Alors, qu'est-ce que j'entends par qui varient de la même manière? En fait, faut s'imaginer ces deux matériaux qui vont subir des contraintes de température ou d'humidité identiques. Il faudrait qu'ils varient dans les mêmes proportions. Et on peut faire la petite expérience suivante là avec deux matériaux différents. On peut imaginer que mon bout de scotch aluminium, c'est le renfort inférieur, et le papier, ce serait la table d'harmonie. Je colle ça bien plat. On va couper deux bandes là-dedans. Voilà, donc là j'ai mes deux échantillons là pour faire la démonstration. Il y en a un que je vais poser là avec une éponge humide dessus. Voilà. On va voir ce qui se passe. Et l'autre, on va faire subir un changement de température.
Je peux chauffer d'un côté ou de l'autre, hein, ça ne changera pas grand-chose. Voilà, on voit clairement ce qui se passe. C'est-à-dire que évidemment l'aluminium qui va se dilater plus vite, de manière plus importante que le papier, il aura tendance à faire fléchir l'échantillon comme ça. Si je prends maintenant l'échantillon humide, on voit clairement que lui aussi il a travaillé. Alors cette fois par contre c'est dans l'autre sens. Bah oui, parce que le papier prend plus l'humidité que l'aluminium et donc on a une déformation dans l'autre sens. Autrement dit, à moins que ma guitare prenne à la fois la température et l'humidité pour que ça se compense, ce qui n'arrivera pas, mais il faut que ces deux matériaux aient des propriétés très semblables en termes de dilatation et de ce qu'on appelle la rétractabilité. La rétractabilité, c'est quoi? C'est justement les propriétés du matériau qui font que les dimensions vont varier en fonction d'un taux d'humidité. Voilà, je peux vous montrer un tableau pour différentes essences de bois et clairement le chêne sera un mauvais choix parce qu'il a des propriétés très différentes de l'épicéa. C'est pour ça que j'ai décidé, c'était pas prêt au début, mais j'ai décidé de m'acheter 4 planchettes qui servent normalement à faire des barrages de guitare qui sont en épicéa et donc qui vont avoir les mêmes propriétés. Je vais m'en servir du coup pour faire ce renfort inférieur avec en plus la possibilité d'avoir un collage à fibres croisées, ce qui augmentera la rigidité de l'ensemble et la tenue aux différentes variations. Dans le milieu de la lutherie amateur et improvisée, c'est ce qu'on appelle artistic clamping.
Alors, le rôle de mon renfort sous la table d'harmonie, là, il est évidemment de reprendre les efforts du manche. Donc, autrement dit, il va devoir supporter des efforts axiaux entre l'appui du manche ici et l'autre bout du corps pour avoir une rigidité globale suffisante. Il va aussi devoir empêcher la table de se cintrer sous l'effort des cordes. Hein. Je ne sais pas si j'arrive à représenter ça, mais voilà, avec la tension sur le chevalet, la table elle aura tendance à se cintrer comme ça et à se déformer. Donc ce renfort là-dessous va servir à empêcher ça, ou en tout cas à limiter. Et il y a des zones qui seront évidemment plus fortement contraintes que d'autres. Entre le chevalet et le manche, on aura toute la tension des cordes, que derrière, ce sera essentiellement des efforts de flexion, puisque le chevalet aura tendance à pivoter vers l'avant. Mais on a moins besoin de section. Alors ça explique pourquoi j'ai pas une largeur constante. On n'a pas besoin de la même section tout le long du renfort. La forme, clairement, je me suis inspiré du modèle trou hybride de Cole et Clark. Et bon, ça me paraît quelque part logique. Et après, pour l'épaisseur, là, ça va être un petit peu au feeling, à savoir qu'on se rend bien compte qu'il y a certaines zones où tout l'effort axial va passer uniquement par les bords. Donc dans cette zone-là, j'aurai besoin de toute la hauteur de mon renfort, alors qu'au centre ou vers l'arrière, j'aurai beaucoup moins besoin de section, et donc je pourrais me permettre, en plus d'être plus fin, d'avoir moins d'épaisseur. Pour la pièce définitive, parce que ça c'est le gabarit, la pièce définitive, il y a juste une chose à laquelle il faut faire attention, c'est que tous ces efforts axiaux, évidemment, qui vont, puisque je vais réduire l'épaisseur, ils vont passer par la partie supérieure, celle qui sera collée à la table. Et donc, en toute logique, la couche qui a les fibres axiales, je vais la mettre collée à la table, je vais la mettre en haut. Pourquoi? Parce que quand je vais devoir réduire l'épaisseur de mon renfort, il vaut mieux que j'enlève de la matière sur les fibres transversales qui, elles, vont surtout éviter à ma table de gondoler ou de travailler. Voilà, donc elles ont une importance un petit peu moindre. Et voilà pourquoi c'est cette couche avec les fibres axiales que je vais mettre en haut. Autre chose pour mon gabarit, on voit bien une petite couche d'aluminium là. Ce que j'ai surtout cherché à faire, c'est à le retravailler petit à petit pour arriver à un appui qui soit bien constant. Je ne sais pas comment dire ça, mais voilà, que j'ai les mêmes efforts. Autrement dit, j'ai aucun jeu sur toute la largeur de l'appui au niveau du manche, et pareil à l'arrière. Et donc c'est pour ça, j'ai repris mon gabarit petit à petit avec une cale à poncer, et puis à la fin, j'ai rajouté des petites couches de scotch aluminium pour arriver à la longueur qui me convient, et toujours avec des appuis qui soient constants à l'avant et à l'arrière. Bon voilà, l'avantage de passer du temps sur le gabarit, c'est que au final la pièce définitive elle est impeccable, et on risque moins de se louper. On va dire que si on se loupe sur le gabarit, c'est pas trop grave.
Voilà, bah, je suis plutôt content du résultat. Là, ça rend plutôt bien. Ça me paraît quand même plutôt rigide. Enfin, la fonction de renfort devrait être remplie. Maintenant, il reste une chose à faire dans cette pièce avant de la coller sur la table. C'est une découpe là-dedans, une poche, si on peut dire, pour y insérer une plaque métallique, probablement en laiton ou en cuivre, qui servira à mettre à la masse les cordes. Il faut que je calcule la profondeur à laquelle je vais mettre la plaque, autrement dit à quelle profondeur je vais faire ma découpe. Et je vous explique tout ça, mais j'aurais dû faire ce calcul avant. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà. Belle vue en 3D. Ce qu'on va avoir, c'est notre pion qui passe au travers du chevalet. C'est cette petite pièce-là, qui sert à bloquer la corde et à pouvoir supporter la tension. On voit le chevalet en rouge, la table d'harmonie en orange et la pièce de renfort en gris avec ma petite plaque métallique ici en violet. Dans cette configuration-là, on se rend bien compte qu'avec la tension de la corde, on aura tendance à pousser sur l'extrémité de la pine là, et donc à la faire ressortir. Donc ça, c'est pas bon. Le principe, attention, un petit effet 3D. Hop. Le principe, c'est d'avoir le blocage, on va appeler ça le plomb de la corde, le petit cylindre qui est au bout, en appui sur le côté et non pas sur le dessous de ma pine de blocage. Voilà. Et du coup, il faut que je calcule à quelle profondeur devrait être ma gorge ici pour que je puisse m'assurer que ça se passe comme ça. Voilà, et on se rend bien compte d'une chose, c'est que dans la configuration telle que j'ai acheté les pièces, on voit que cette pine ne dépasse pas beaucoup là-dessous. Et ça veut dire que je vais devoir descendre assez profond pour faire ma gorge, et ça c'est pas terrible. Donc une première chose que j'ai faite là, c'est d'augmenter mes chanfreins de manière à ce que la pine là, puisse rentrer complètement à l'intérieur. Alors bien sûr, il faut que je puisse encore la sortir, que je puisse encore y mettre le petit pied de biche là pour sortir ça. Mais là, ça devrait être bon. Et puis maintenant, je vais faire mes petits calculs pour que je puisse avoir cette situation. Le pion appuie, le plomb de la corde appuie toujours sur le côté là. Première chose, c'est de mesurer la pine, et là j'ai 15 mm. Voilà, il faut que j'usine une gorge pour mettre cette plaque en laissant 6,5 mm. Ça fait pas beaucoup. Et ça aura plus d'impact sur ce renfort que ce que je pensais. Mais c'est comme ça, j'aurais dû faire mes calculs avant. J'aurais prévu un usinage à la défonceuse comme le reste. Ça aurait été plus simple. Bon, on voit quelques arrachements là. Je suis dégoûté. Une fraise pourtant si bien affûtée. Ouais, je vais creuser un peu en ponçant là, puis je vous ferai croire que c'est fait exprès. Et ben voilà. Et là, on voit que c'est un petit peu creusé là, c'est fait exprès. C'est pour laisser passer plus facilement le fil de masse qui va ressortir ici. Ok, il reste une dernière chose à faire avant de coller mon support. Et pour ceux qui ont regardé la première vidéo, vous vous souvenez que j'avais mentionné l'épaisseur assez élevée de la table d'harmonie. 3 mm et demi, ça peut largement être plus faible que ça, sur une guitare acoustique en tout cas. Pourquoi alors il se trouve que peut-être que je psychote un peu, mais je crains
vraiment que sans les barrages traditionnels, ma table, sous l'effet de la tension des cordes et d'un bend improbable, bon, je sais pas faire les bends, mais imaginons que je la prête à quelqu'un, que mon plateau, cette table se chiffonne complètement, ou se casse, ou bref. Voilà, j'ai préféré garder de l'épaisseur, mais pour favoriser quand même l'effet acoustique et donc les vibrations de cette table. Et là encore, je me suis inspiré de ce que fait Collet Clark sur sa True Hybrid. Je vais lui faire ce qu'on pourrait appeler des soufflets. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais, dans certaines zones, creuser des tranchées pour que ça puisse vibrer plus facilement, un peu à la manière d'un haut-parleur. Une chose aussi, ma table fait 3,5 sur toute l'épaisseur pour l'instant, mais une fois que je vais l'assembler et la coller sur le corps, je vais reponcer le dessus bien sûr, et surtout les pourtours. Aujourd'hui on a quelque chose comme ça, et une fois que j'aurai poncé, on va probablement avoir, j'exagère un peu, mais quelque chose comme ça. Donc sur les bords, voilà, sur les bords, je vais enlever de la matière, on n'aura peut-être plus que 2,5 mm d'épaisseur. Ce qui est bien parce que ça va permettre au plateau d'être flexible dans ces zones-là. Voilà pour l'épaisseur. Et donc pour faire ces soufflets, j'ai imprimé en 3D des guides. Voilà, je vais m'y prendre en plusieurs fois. Donc une fois que j'aurai fait mon premier sillon, j'enlève l'anneau du milieu et ainsi de suite. Ces guides vont normalement reprendre la forme. Voilà, ça marche comme ça. J'ai mis des scotch pour que ça se tienne et que ce soit facile à enlever. Voilà, c'est ça l'idée. Ça va pas être très simple de contrôler la profondeur. C'est pour ça que voilà, je vous ai refait un petit croquis. Je sais que vous aimez les petits croquis. J'ai regardé sur mes modèles 3D là, quand avec un diamètre de 18 mm, quand je laisse 1,5 mm d'épaisseur, c'est ce que je cherche, je devrais avoir une largeur de gorge de 10,5 à peu près. Donc je vais m'assurer au fur et à mesure des usinages que je ne dépasse pas cette valeur là, sinon ça veut dire que je descends trop profond. Voilà, je suis au final content que ça ne soit pas trop mal passé, j'ai pas traversé. Maintenant, en termes d'intérêt acoustique, ça, dur à dire. Est-ce que ça a eu un impact sur la résonance du plateau? Oui, c'est sûr. Et bon, on voit bien nettement transparente, hein, et forcément, ça ne peut que affecter la résonance du plateau. Maintenant, est-ce que ce sera en mieux ou en moins bien? Mais dur à dire. Je pense que j'ai bien fait. Vu le peu de surface en vibration, là, je devrais gagner et en volume sonore et en grave.
collage s'est globalement bien passé, dans le sens où ça se remet en place. Ça veut dire que ça n'a pas bougé, les éléments n'ont pas bougé pendant le collage. Par contre, une de mes cales, de mes contre-cales a marqué le plateau. Je ne sais pas si on voit là au bout de l'ongle, on a un enfoncement. Alors visuellement, je m'inquiète pas trop parce que ce sera justement pile sous le chevalet. Mais bof, c'est pas terrible. Je vais essayer de rattraper ça avec la technique de l'eau et du fer à repasser pour faire regonfler le bois. Et j'ai pas de fer à repasser sous la main. À part un à farter les skis, mais justement il est plein de fart. Ça m'embête d'en mettre sur mon plateau. Donc je vais mettre de l'eau et puis aller au décapeur thermique chauffé, réglé sur 120 degrés maxi, et on va voir ce que ça donne. Bon, je pense que j'ai rattrapé ma connerie. Voilà, au final, on le sent plus en tout cas. Avec une règle, on ne voit plus rien. Donc bon, on va dire c'est un moindre mal et la bêtise est rattrapée. Voilà, pour conclure ces 2 épisodes dédiés à la réalisation de la table d'harmonie, je suis content du résultat. Objectivement, une erreur m'aurait obligé à tout recommencer. J'ai hâte de l'avoir collé dans le corps. Je suis juste un petit peu inquiet à propos du rendu esthétique, du fait de ces quelques dixièmes de jeu que j'ai constaté par endroit. Mais je suis déjà en train de réfléchir à des solutions. Et si vous avez des idées, je suis preneur. N'hésitez pas à partager en commentaire. Et qu'est-ce que vous feriez pour combler ce trou, pour le rendre invisible, je sais pas. Voilà, dites-moi. Dans le prochain épisode, on s'occupe du chevalet en lui-même et du manche. Le chevalet comme le manche sont des pièces qui sont achetées. On pourrait donc penser qu'elles sont juste assemblées. Mais non, ce serait trop simple. Dans les 2 cas, il y a quelques améliorations esthétiques, c'est sûr, mais aussi fonctionnelles. On voit ça ensemble dans le prochain épisode. En attendant, merci d'avoir regardé jusque-là. Je vous souhaite de beaux projets, de belles réalisations. Et n'hésitez pas à me faire des commentaires, ce qui vous a plu comme ce qui vous a moins plu, à liker et à partager, ça fait très plaisir. À très bientôt pour la suite de l'aventure.